Vous écoutez le balado Un État bilingue particulier, créé dans le contexte d'un projet de Moment déterminant Canada du même nom. Le projet Un État bilingue particulier explore 250 ans de bilinguisme institutionnel français-anglais dans toute sa complexité évolutive, de l'acte de Québec au présent, dans le contexte plus large de l'utilisation des langues au Canada. Chaque épisode consiste d'une conversation entre moi, Louis Lebel, créateur de contenu numérique au sein de Moment déterminant Canada, et de Serge Dupuis, un historien franco-ontarien, auteur de 3 livres et de plus de 30 articles portant tous sur le sujet de communautés francophones minoritaires au Canada. Dans ce dernier épisode de la série, Serge et moi discutons la loi sur les services en français de l'Ontario. Bonjour Serge, merci de te joindre à moi aujourd'hui pour parler un petit peu de la loi sur les services en français en Ontario. Je vais commencer parce que je veux élargir un petit peu ce dont on parle. Dans les épisodes passés, on a parlé beaucoup des droits scolaires en Ontario, notamment dans nos discussions autour du règlement 17 sur les écoles secondaires francophones. Mais quelle était la place du français en Ontario à l'intérieur de l'appareil provincial? Est-ce que c'était une langue qui était reconnue comme une langue d'usage ou une langue officielle? Elle est reconnue comme une langue du Canada à l'époque où Egerton Ryerson est surintendant de l'éducation dans les premiers jours de la Confédération parce que Toronto avait été capitale de la province du Canada uni à un moment donné. Donc, il y avait eu du français à Toronto dans les années 1840-1850 avant la Confédération. Et les premiers gouvernements de l'Ontario s'en rappelaient de cette période-là. On est peut-être 20 ou 30 ans plus tard. Cela étant dit, il n'y avait aucun statut officiel. On avait parfois des fonctionnaires, des inspecteurs d'école qui travaillaient pour le ministère de l'Éducation, qui étaient des Canadiens français, qui pouvaient entretenir des conversations en français, mais la documentation était entièrement en anglais. Les conversations officieuses puis officielles au sein des bureaux de l'appareil provincial se passaient tout en anglais. Ça a commencé à changer en 1928 lorsque le règlement 17 a été abrogé et qu'on a créé le département de français au ministère de l'Éducation, dirigé par Robert Gauthier, qui ont commencé à développer des programmes, un curriculum pour les écoles primaires bilingues. C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, il y avait cette toute petite section-là qui existait au sein du ministère de l'Éducation à partir de 1928, qui fonctionnait en français parce qu'elle s'occupait des programmes en français pour les écoles bilingues. Et elle s'occupait aussi du cours Special French pour les high schools, donc les cours de français pour les francophones de langue maternelle dans les écoles secondaires de langue anglaise. C'est pas mal ce qui a existé de 1928 jusqu'au début des années 1960, donc une bonne trentaine d'années. À partir de 1961, l'ACFEO, donc l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario, a suggéré au gouvernement de se doter de panneaux de signalisation bilingues dans les zones à forte proportion francophone. On pense à l'Est et au Nord-Est de l'Ontario principalement. On va même jusqu'à demander en 1962 à un congrès que tous les services dans ces territoires-là soient offerts en français. Ce n'est pas une grande revendication à l'époque parce qu'on se bat pour conserver les collèges franco-catholiques, tâche ou objectif qu'on n'atteindra pas. On fera le compromis, comme on l'a vu dans une autre émission pour les écoles secondaires publiques de langue française. Mais le gouvernement de l'Ontario a accepté de créer des nouvelles sections de langue française au sein de l'appareil provincial. Donc, on peut penser à la télévision publique de l'Ontario et au Conseil des arts de l'Ontario qui, lorsqu'ils sont créés en 1969, ont une section de langue française pour offrir des émissions de télévision en français sur la chaîne de télévision publique. Donc, on n'a pas deux chaînes à l'époque. Ceux qui connaissent TFO aujourd'hui, en fait, cette chaîne autonome-là existe depuis 1987. Mais pendant 17 ans, on obtient plutôt quelques émissions de langue française sur la chaîne, sur la télévision publique de langue anglaise. Pour le Conseil des arts de l'Ontario, en fait, le modèle de 69 demeure, c'est-à-dire que c'est une section pour les arts en français au sein du Conseil de langue anglaise.
On a commencé à discuter du bilinguisme dans l'appareil provincial un peu plus sérieusement lorsque le gouvernement Trudeau a entrepris des négociations constitutionnelles pour rapatrier la Constitution, pour s'entendre sur une charte. À la rencontre de Victoria en 1971, le premier ministre sortant, John Robarts, avait proposé que l'Ontario reconnaisse le droit de s'exprimer en français à la législature et dans la fonction publique et d'offrir des services d'interprète dans les tribunaux, par exemple. Si le gouvernement du Québec avait accepté la Charte de Victoria, l'Ontario aurait, aurait eu une reconnaissance officielle du français dans cette capacité-là des services de première ligne en 1971. Et ça aurait été une reconnaissance constitutionnelle, chose qui n'existe toujours pas en 2024 alors qu'on se parle. Lorsque le premier ministre Bill Davis a remplacé Robarts en 71, tout de suite après la rencontre de Victoria, eh bien, on a adopté une première politique de prestation de services en français. Donc, ce n'est pas une loi, mais c'était une politique qui permettait d'émettre des permis de conduire bilingues ou de traduire certains documents publics. Donc, il y avait une petite reconnaissance de la pertinence d'offrir des services de première ligne et des publications officielles en français. Au-delà de l'éducation, on s'est penché dans les années 70 avec l'ACFO sur la santé. Il y a eu un rapport qui a été écrit par le médecin Jacques Dubois en 1974 sur la prestation de services en français. Puis on voyait vraiment ça comme une question de santé publique. Si on était capable de recevoir les préoccupations des patients et les conseiller dans leur langue, qu'il y aurait des résultats améliorés pour l'efficacité de la prestation de services de santé dans la province. Le mouvement pour des services juridiques en français a commencé avec le mouvement C'est le temps en 1975, où des gens d'Ottawa et de Sudbury ont revendiqué le droit à des services en français. Ils ont même refusé de payer des contraventions unilingues anglaises et ont passé une nuit en prison. Il y en a eu quelques exemples de désobéissance civile comme ça. Ça a amené le procureur général Roy McMurtry à introduire un projet pilote pour un procès tenu en français à Sudbury en 1976. Par la suite, il y en a eu un autre à Sault-Sainte-Marie, souvent dans des cas qui impliquaient des francophones unilingues ou des gens qui parlaient peu ou pas l'anglais. C'était le cas d'une tentative de meurtre, par exemple, à Dubreuilville, village très, très, très majoritairement francophone, où il y a beaucoup de francophones unilingues. Eh bien, le procès au tournant des années 80 a été tenu à Sault-Sainte-Marie en français. Avec ce mouvement-là qui est venu de militants sur le terrain, on a eu une première proposition pour ce qu'on appelait à cette époque-là une loi cadre qui encadrerait, comme le dit le nom, les services en français dans certaines régions de la province. On voit ça comme une première étape vers la reconnaissance du bilinguisme officiel parce que la Constitution n'a pas été rapatriée. Il n'y a pas de charte encore. Le gouvernement Trudeau perd ses élections en 79, mais revient au pouvoir en 80 avec l'intention de signer une nouvelle constitution. Et les militants de l'ACFO espèrent que l'Ontario va adopter une loi cadre, puis par la suite pourrait reconnaître le bilinguisme officiel. Puis il y a des pressions qui sont faites, notamment par Trudeau et son ministre de la Justice, Jean Chrétien, pour faire comme le Nouveau-Brunswick et adopter une loi sur les langues officielles. Et dans leur esprit, on aurait ensuite trois paliers de gouvernement qui auraient eu une loi sur les langues officielles, puis on aurait eu le Québec qui offrait beaucoup de services en anglais. Même si depuis 1974, l'anglais n'avait plus le même statut que le français au Québec. Donc, il y a eu une campagne, il y a eu un projet de loi qui a été déposé par l'opposition libérale, le député d'Ottawa-Est, Albert Roy, mais ça a été étudié, mais ça a été défait dans l'idée que, bon, on ne voulait pas trop brusquer l'opinion publique anglophone et que on préférait bâtir sur la prestation de services en santé. On a élargi ça peut-être aux services sociaux en 79-80 et le système juridique a reconnu le français comme a reconnu le statut du français devant les tribunaux de la province en 1984. Donc, on a ces reconnaissances-là avec le gouvernement progressiste conservateur
jusqu'à sa défaite en 1985, qui font avancer le dossier. Mais Chrétien et Trudeau n'ont pas réussi à convaincre Bill Davis à proclamer le bilinguisme officiel ou à adopter une loi sur les langues officielles. Il n'y en était pas question. L'opinion publique anglophone s'opposait à la mesure. Donc on a rapatrié la Constitution sans obtenir le bilinguisme officiel, sans constitutionnaliser quoi que ce soit par rapport aux services en français dans l'appareil provincial de l'Ontario. Tu nous dresses vraiment un bilan à partir des années 60-70. On voit vraiment la chronologie dans tes propos. Puis on arrive justement au début, au milieu des années 80, qui me mène à ma prochaine question, pourrait être un petit peu résumée comme étant continue ton bilan. Parce que on passe la Constitution, puis la Constitution qui est rapatriée en 1982 va garantir des droits aux minorités linguistiques en matière d'éducation. On voit une province, le Nouveau-Brunswick, reconnaître officiellement l'égalité des deux langues. Euh, Puis ce que tu nous dis dans ta réponse précédente, c'est que l'Ontario ne reconnaît pas le français comme une langue officielle, mais est-ce que l'Ontario va suivre un petit peu la vague des années 80 et ajouter certaines garanties? Qu'est-ce qui va venir justement dans la suite du bilan que tu as commencé à nous dresser? L'Ontario ne reconnaît pas de communauté linguistique, elle ne reconnaît pas le bilinguisme officiel, mais elle reconnaît des territoires où il y a des proportions de francophones significatives. Et c'est son guide lorsqu'elle développe sa politique, puis raffine sa politique de service en français dans les années 70 et 80. Donc, elle s'inspire en fait de l'exemple québécois d'une certaine façon, parce que le Québec était officiellement bilingue jusqu'en 1974, a donné préséance au français comme langue officielle tout en conservant les services en anglais qui existaient dans l'appareil provincial. Même avec la Charte de la langue française en 1977, le gouvernement du Parti québécois a voulu reconnaître des territoires où il y avait des populations historiques anglophones significatives et a créé le statut de municipalité bilingue. Il y en a aujourd'hui 92, mais les seuils et puis les procédures pour obtenir ou conserver ce statut-là de municipalité bilingue est encore en place presque 50 ans plus tard. L'Ontario s'est un peu inspiré de cet exemple-là, non pas en reconnaissant des municipalités officiellement bilingues, mais en reconnaissant des territoires où des services en français seraient demandés ou pertinents. C'est la raison pour laquelle on a commencé à réfléchir à des seuils au-dessus desquels on pourrait obtenir des publications, des services de première ligne en français. On établit le seuil à 5 000 individus ou 10% de la population locale. La raison pour laquelle j'utilise l'expression territoire, c'est que on ne suit pas nécessairement les frontières de municipalités ou de municipalités régionales ou de districts ou de comtés. Parfois, ça coïncide parfaitement, comme par exemple la communauté métropolitaine de Toronto est reconnue en entier comme une zone désignée parce qu'on n'atteint pas le seuil de 10%, mais on dépasse de loin le seuil de 5 000 individus qui sont francophones. Ailleurs, on charcute des territoires parfois. Ça peut être une ville ou ça peut être une série de villes à l'intérieur d'un comté, mais ce n'est pas la municipalité au complet. Parfois, c'est même un canton. Ça peut être des zones quand même assez petites. Mais on établit ces seuils-là comme étant euh, des moyens de justifier la demande, le besoin et la pertinence d'offrir des services en français. Euh, Parce qu'il y a cette crainte aussi que le bilinguisme, ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas l'oublier. L'immense majorité des anglophones à cette époque-là ne connaissent pas le français. Et le bilinguisme est vu comme une menace à leur employabilité, non seulement à la leur, mais à ceux de leurs enfants aussi qui sont souvent unilingues. C'est moins le cas lorsqu'on a un enfant qui est inscrit à l'immersion française depuis un certain nombre d'années. On a l'impression qu'ils vont peut-être pouvoir accéder à ces postes-là aussi.
les postes bilingues sont vus comme des concessions aux francophones. Puis ils n'ont pas entièrement tort parce que 30 ans plus tard, les franco-ontariens sont nettement surreprésentés dans l'administration publique. En fait, ça a été, pas paradoxalement, mais parallèlement, une mesure de promotion socio-économique pour les franco-ontariens qui non seulement ont obtenu beaucoup d'emplois dans le secteur de l'éducation, avec le développement des conseils scolaires et des écoles de langue française, mais aussi dans les appareils provinciaux et fédéraux, avec le développement du bilinguisme et des services en français. Donc, comme je le disais, cette réflexion-là se passe et continue dans les cercles de fonctionnaires. La conversation continue de se passer avec le gouvernement progressiste conservateur, mais on n'aboutit pas à une loi. À l'élection de 1985, les libéraux de David Peterson ont promis une loi sur les services en français pour passer d'une politique à une loi qui reconnaîtrait officiellement ces territoires-là où il y avait un nombre ou une proportion suffisante de francophones pour justifier les services en français. Donc, le projet de loi a été déposé par le député libéral d'Ottawa-Vanier, Bernard Grandmaître. C'était la loi sur les services en français qu'on appelait aussi la loi 8 qui reconnaissait le rôle historique joué par le français. Donc, on ne reconnaissait pas nécessairement les francophones comme peuple, mais le fait que le français était utilisé et parlé en Ontario depuis le début du 17e siècle, depuis la Nouvelle-France, parce que l'Ontario faisait partie de la Nouvelle-France pendant un siècle et demi. Donc, on reconnaît aussi que c'est une langue officielle du Canada, que la langue est déjà reconnue, un statut officiel devant les tribunaux, puis en éducation, puis que, bon, on veut garantir l'emploi de la langue dans les institutions de la législature et du gouvernement. Donc, on arrive à 23 territoires où on peut trouver 5000 personnes ou 10% de la population qui peut se prévaloir d'un droit de communiquer en français et de recevoir des services en français des bureaux provinciaux du gouvernement. Il y a un délai de 3 ans pour se conformer aux nouvelles obligations et ça concerne l'ensemble des institutions de la province, à l'exception des municipalités et des universités, qui sont exclues selon ce qu'on en comprend. Puis cette histoire-là n'est pas totalement connue encore parce qu'il y a des documents qui demeurent, qui demeurent confidentiels, qui n'ont pas été rendus publics parce qu'on n'est pas tout à fait rendu au délai de publication de 40 ans là, pour certains de ces documents confidentiels-là. Selon ce qu'on en comprend, c'est que les universités et les municipalités ont fait du lobbying pas mal intense pour être soustraits de la loi sur les services en français. Mais pour le reste, on a 3 ans pour se conformer à la loi. Il y a des endroits où les services existent déjà, mais il y a une espèce d'uniformisation puis de planification qui doit se faire à l'aide de comités locaux, souvent avec des acteurs qui sont mêlés d'une façon ou d'une autre à la francophonie, mais souvent au niveau très local parce qu'on parle de 23 territoires qui peuvent être très petits, comme dans le cas de Penetanguishene, par exemple, ce n'est pas du tout le comté de Simcoe ou Barrie qui sont désignés. Là, c'est vraiment le canton de Tigny qui comprend le village de La Fontaine et Penetanguishene à côté. Donc, on a vraiment une toute petite zone là, qui est reconnue comme un territoire désigné sous la loi sur les services en français. Donc, il y a cette planification-là qui se passe et elle doit entrer pleinement en vigueur en novembre 1989, c'est-à-dire 3 ans après l'adoption. Ça a quand même suscité un certain nombre de craintes dans certaines municipalités qu'elle allait se faire imposer le bilinguisme. Donc, il y a eu de la désinformation nettement là, qui a été répandue et ça a amené plusieurs municipalités à se pencher, à avoir des débats sur leur statut linguistique. La plupart d'entre elles ont eu un débat, se sont rendus compte que la loi ne les concernait pas puis sont passés à autre chose. Mais il y en a d'autres qui sont allés de l'avant en affirmant leur unilinguisme anglais, puis on pense aux exemples de Sault-Sainte-Marie puis de Thunder Bay, qui ont adopté de telles politiques quelques mois là, après l'entrée en vigueur de la loi sur les services en français. Donc, ça crée une certaine résistance, un certain ressac au niveau local dans les communautés, dans certaines communautés où les francophones étaient très minoritaires, où le français était très peu parlé par les anglophones. Thunder Bay puis Sault-Sainte-Marie
ont très peu de francophones. Ça ne s'est pas passé, cela étant dit, à Ottawa puis à Sudbury, où souvent les municipalités avaient des règlements ou des politiques sur le bilinguisme déjà. Les écoles d'immersion françaises étaient mieux implantées et on acceptait le bilinguisme beaucoup plus comme une condition du vivre ensemble au niveau local. Ce n'était pas le cas dans des endroits comme Brockville ou Niagara Falls, par exemple, où les francophones étaient très minoritaires, puis il y avait beaucoup d'unilingues anglophones. Euh, la loi sur les services en français n'était pas une mesure à l'origine d'autonomie institutionnelle, mais dans le processus de planification, on s'est rendu compte que ça pouvait devenir encombrant d'offrir des services en français dans l'entièreté des institutions publiques parce que les collèges communautaires, ceux qui offrent des formations techniques, eux, sont touchés par la loi sur les services en français. Et parce qu'il y a 23 territoires, ça veut dire qu'on aurait eu probablement une bonne quinzaine de régions où les colleges de langue anglaise auraient été obligés d'offrir une partie de leur programmation en français, ce qui n'était pas nécessairement viable au niveau très local. On ne pouvait pas faire ça à plein d'endroits parce qu'il n'y aurait juste pas eu les masses critiques. Donc, ça a donné un coup de pouce vraiment pour le développement de 3 collèges de langue française en province pour autonomiser la programmation en français qui existait à Ottawa, Toronto, Sudbury, mais aussi à d'autres endroits, dans d'autres collèges bilingues comme Northern à Timmins ou St. Lawrence à Cornwall. On a pu rassembler tout ça entre 89 et puis 1995 à l'intérieur de 3 collèges régionaux au lieu. Puis ça, c'est à cause de la loi sur les services en français, parce que les collèges étaient contraints d'offrir des services et donc des services de programmation. Ça n'a pas du tout été le cas pour les universités. On a eu un élargissement des programmes en français, des programmes en santé, mais au niveau institutionnel, il n'y a eu aucun remaniement là, des universités bilingues. Donc, on s'est retrouvé avec une espèce de un gros gain institutionnel pour les services, pour les emplois désignés bilingues, pour l'autonomie institutionnelle dans le domaine des collèges et des centres de santé communautaires, mais quelque chose qui demeurait incomplet. Et il y avait un débat à ce moment-là à savoir si on allait pouvoir atteindre le bilinguisme officiel ou bien si c'était plutôt un point d'arrivée de la loi sur les services en français et que les gains suivants seraient obtenus au compte-gouttes. C'est normal pour moi, je trouve, en t'écoutant, de faire des parallèles, de faire des liens avec les sujets qu'on a couverts dans des épisodes précédents. Tu parles des tollés qui ont été faites par la loi sur les services en français dans les endroits justement, il n'y avait pas assez de francophones pour la justifier. Ça l'a fait un petit peu un tollé dans cet endroit-là, tandis que quand on parlait de services scolaires, ça fait plutôt une crise dans les endroits où justement il y a plusieurs francophones. Il y a plein de différents parallèles comme ça qui me viennent à la tête. J'aimerais t'entendre parler un petit peu à propos justement, comment est-ce que le combat pour les services en français, comment est-ce que la loi sur les services en français se relate justement au combat à propos desquels on a parlé pour les services scolaires? Est-ce que les acteurs étaient les mêmes? Est-ce que les méthodes étaient les mêmes? On dirait que tu parles beaucoup aujourd'hui d'acteurs politiques, de lois, de législation, de promesses électorales. Est-ce qu'il y avait aussi des mouvements populaires comme on a vu dans les anciens épisodes? J'aimerais t'entendre parler un petit peu là-dessus. C'est une excellente question parce que les acteurs ne sont pas toujours les mêmes. L'ACFO provincial, oui, milite pour la loi cadre dans les années 70, surveille de très près la planification puis le déploiement de la loi sur les services en français entre 86 et 89. Mais ce sont d'autres acteurs aussi qui se mêlent au dossier, des administrateurs de collèges bilingues, Cambrian à Sudbury ou Algonquin à Ottawa. C'est des gens qui jouaient des rôles locaux au niveau des services en français et qui maintenant se retrouvent dans des comités de planification provinciaux. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui étaient actifs là, sur la scène provinciale ou qui étaient actifs dans le milieu éducatif non plus. Souvent, on retrouvait dans les comités de planification des gens qui
avait été embauché pour offrir des services en français dans des hôpitaux psychiatriques, dans des cliniques communautaires, dans une série d'hôpitaux. Parce que oui, il y a l'hôpital Montfort à Ottawa, qui est un hôpital qui fonctionne en français, qui est officiellement bilingue, mais qui fonctionne en français. C'est le seul, peut-être à l'extérieur de Hearst, qui a ce statut-là. Ailleurs, on offre des services de première ligne, des soins de santé en français, peut-être des publications, mais c'est à l'intérieur d'établissements anglophones. Donc là aussi, on fonctionne au niveau là, très local, au niveau de l'hôpital. C'est des acteurs municipaux aussi qui essaient de voir parfois si la loi sur les services en français peut leur permettre de faire un bond institutionnel. Il y a eu un comité dans les municipalités régionales de Sudbury qui a été mis sur pied par des francophones qui ont voulu voir comment appliquer la loi sur les services en français, comment on pourrait bonifier le règlement de bilinguisme, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas d'octroi ou de sous pour les municipalités. Donc, le comité a cessé de se réunir par la suite. Donc, ce sont des acteurs différents qui œuvrent dans un secteur qui n'est pas l'éducation, qui n'est pas la politique franco-ontarienne à l'échelle provinciale, mais qui avait commencé à offrir des services en français au niveau local, puis qui veulent les professionnaliser, les compléter. Donc, ça implique plein de gens, ce qui est une bonne nouvelle aussi d'une certaine façon parce que ça normalise la prestation de services en français dans tous ces secteurs d'activité provinciale-là où ça pouvait être éphémère, ponctuel, inconstant. Là, encore, ce ne sont pas des garanties constitutionnelles, mais on a une loi provinciale pour les encadrer, ce qui veut dire qu'en principe, si la loi n'est pas appliquée correctement, qu'il y a un mécanisme de recours. Il n'y en a pas beaucoup pendant les années 1990. Ça peut être quand même assez compliqué de se plaindre. On peut envoyer une plainte à l'Office des affaires francophones, mais il n'y a pas de mécanisme de reddition de compte à ce moment-là. Donc, on règle nos problèmes localement très souvent. Puis la planification, au-delà de ce grand bond-là, de la fin des années 80, peut être assez pénible. Et parce qu'il y a 23 territoires désignés, bien souvent, c'est l'ACFO local, l'ACFO régional, donc la section régionale de l'ACFO provincial qui s'en occupe. C'est pas l'ACFO provincial qui se mêle de ce qui se passe dans le canton de Tény ou dans le canton de Caldwell, dans le Nipissing. C'est souvent l'ACFO local qui mène la bataille auprès des fonctionnaires provinciaux sur le terrain. Je suis bien content qu'on a cette discussion-là aujourd'hui, justement, pour voir l'image au complet du combat pour le français en Ontario, parce qu'on avait bien vu, justement, dans les épisodes précédents, le combat pour les écoles en français, secondaire, pour la gestion scolaire, etc. Mais là, ici, on voit vraiment, on élargit beaucoup notre regard sur la situation du français avec les services aussi. Puis c'est intéressant de voir les différences, les similarités dans ces deux combats-là. Pour ma dernière question, j'aimerais ça faire référence à une petite phrase que tu as dit il n'y a pas très longtemps, dans la réponse je pense, à la deuxième ou la troisième question que je t'ai posée. Tu as mentionné que la loi sur les services en français représente peut-être un petit peu plus un point d'arrivée ou un point de départ. Justement, c'est ça ma question. Selon toi, est-ce que la loi sur les services en français représente un point de départ qui va éventuellement mener à un bilinguisme officiel? Ou plutôt, est-ce que c'est une finalité? Est-ce que c'est un point d'arrivée dans l'histoire de l'État du français en Ontario? Il y avait toujours un espoir qu'on atteindrait le bilinguisme officiel pour des raisons morales, pour défendre ou promouvoir une certaine idée du Canada comme pays bilingue. La marche pour se rendre là, pourtant, était tout sauf évidente. Et on pouvait voir avec l'Association for the Preservation of English in Canada que il y allait avoir une résistance au niveau local pour le développement du service en français à certains endroits. Parce qu'il y a certains anglophones qui se disent on a déjà cédé des postes aux francophones dans l'appareil fédéral avec les langues officielles. On est déjà rendu au point où, dans les régions désignées bilingues par l'État fédéral, où les francophones sont nettement surreprésentés parmi les employés.
La province, d'accord, peut-être pour des services de première ligne, mais on veut conserver nos bons emplois publics et les garder accessibles à une population unilingue anglophone. Ces revendications-là et ces pressions-là se voient aussi dans les municipalités. On ne veut pas que ça aille plus loin parce que sinon, qu'est-ce qui va rester pour les anglophones unilingues? C'est la crainte qui est évoquée. Il faut avoir accès aux emplois de l'État, nous aussi. Donc, il ne faut pas que le bilinguisme, ça aille trop loin dans leur logique. Donc, il y a des politiciens comme Jean Poirier, qui n'était pas ministre, mais qui était député de Prescott Russell de 1983 à 1995, qui disait c'était d'une naïveté incroyable de penser qu'on aboutirait au bilinguisme officiel, sachant et ayant vu le niveau de résistance puis d'hostilité au bilinguisme parmi les députés à Queen's Park et même parmi certains députés libéraux ne voulait rien savoir là, d'une loi sur les services en français, qui a été un peu imposée par le Conseil des ministres, mais il y en avait beaucoup qui n'étaient pas enchantés par cette idée-là ou qui l'acceptaient à condition qu'il n'y ait pas un territoire là, dans leur circonscription. Donc, il y en a plusieurs qui pensaient que ça n'irait pas nécessairement plus loin. Surtout que officiellement, ben, le Québec ne reconnaissait plus l'anglais comme langue égale au français. Et il y avait une majorité de Québécois au début des années 90 qui voulaient faire un pays à eux. Donc, il y avait cette discussion-là. Est-ce qu'on est en train de quitter le Canada? Puis à quoi va ressembler le bilinguisme si le Québec quitte? De toute façon, on a fait tout ça et puis ils veulent quitter pareil. Pourquoi est-ce qu'on donnerait plus aux petits Franco-Ontariens? De toute façon, on ne le faisait pas pour les Franco-Ontariens, on le faisait pour donner l'apparence d'être un bon partenaire dans la Confédération. Puis si ça pouvait aider les Franco-Ontariens par ricochet, tant mieux, mais c'était pas vu. Les services en français étaient vus comme une concession, un geste de bonne foi et non pas comme une mesure nécessaire au vivre ensemble comme c'était le cas au Nouveau-Brunswick, et d'une certaine manière, comme les municipalités bilingues l'étaient au Québec. Cette reconnaissance-là d'une minorité linguistique forte, territorialement indéniable. Ce n'était pas nécessairement le cas pour les Franco-Ontariens. Au-delà de l'Est puis du Nord-Est rural, ça demeurait une population qui était quand même, qui pesait pas lourdement dans la balance au niveau de la province. On avait déjà été 10% de la population provinciale. Là, vers 1990, on était peut-être rendu 7%. Aujourd'hui, on est rendu aux alentours de 3, 3,5 en fonction là, du critère qu'on utilise, peut-être 4 si on étire la sauce un peu. Donc ce sont des populations qui peuvent numériquement être importantes, régionalement avoir une certaine influence, mais au niveau provincial, reconnaître le français comme langue officielle, alors que 50 ou 50, peut-être même 60% à cette époque-là, de la population est unilingue anglophone et le pourcentage de la population qui parle l'anglais et une autre langue qui n'est pas le français, qui n'est pas une langue officielle et tout aussi considérable, ça avait l'air d'être un non-sens là, dans l'esprit de plusieurs anglophones, de plusieurs politiciens anglophones à Toronto. Ça avait l'air d'être impraticable, que ça allait coûter cher, que ça n'allait pas répondre à un réel besoin. Donc, il y avait toutes ces idées-là, que ça prenait un certain nombre de ressources, qu'on n'arrivait déjà pas nécessairement à combler les postes parce qu'on créait des nouveaux postes pour offrir des services en français. Puis dans certaines régions, on avait du mal à trouver des gens pour occuper ces emplois-là. On avait du mal à remplir les classes parfois pour des cours collégiaux en français. Donc, il y a eu des remaniements de programmes dans les années 90 et 2000, puis même jusqu'aujourd'hui, pour essayer de créer des programmes qui pouvaient attirer une masse critique d'étudiants. Mais ce n'est pas toujours évident non plus. On n'a pas toujours les nombres pour offrir ces services-là, puis les rendre viables. C'est sûr que si on avait toutes les ressources au monde, on pourrait faire plein de choses de plus, mais le bilinguisme officiel a toujours été vu comme dispendieux et impraticable pour l'Ontario. Ceux qui connaissaient l'environnement politique à Queen's Park, puis au niveau local, dans plusieurs endroits de la province, disaient que ça n'a jamais été considéré sérieusement, le bilinguisme officiel pour l'Ontario. Je suis bien content que tu viennes terminer sur une phrase
qui clôture bien la réponse à la question parce qu'il y a tellement de différentes choses dans ce que tu as dit qui me portaient à vouloir poser une question pour avoir un suivi, pour en savoir plus. C'est tellement un sujet profond. Je trouve à chaque fois que tu mentionnes quelque chose, c'est un fil sur lequel on veut tirer. Mais on veut que notre émission demeure une introduction au sujet, puis je veux pas te parler pendant deux, ben pas que je veux pas, je voudrais te parler pendant 2, 3 heures du sujet, mais c'est pas l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Donc, je suis content que tu termines sur une phrase qui est concluante. J'invite ceux qui écoutent, qui, comme moi, ont découvert plusieurs fils qu'ils voudraient tirer, mais je vous invite à tirer sur ces fils-là, de faire plus de recherches. Il y a plusieurs différentes ressources. Serge, tu as écrit plusieurs choses euh, sur l'Encyclopédie canadienne à propos de ces différents sujets-là, spécifiquement à propos de la loi sur les services en français. Donc, j'invite les auditeurs à aller voir ça. J'invite aussi les auditeurs à aller écouter les autres épisodes de la série. Plusieurs fois, j'ai mentionné, moi, dans mes questions, Serge, dans tes réponses, nos différents épisodes sur le règlement 17 ou les écoles secondaires en français en Ontario. Donc, j'invite tout le monde à aller écouter ce contenu-là pour avoir une plus grande image de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Pour l'instant, je vais laisser ça sur ta phrase de conclusion, Serge. Je te remercie d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui et dans les autres épisodes aussi. Ben, merci Louis, ça m'a fait plaisir. Merci Serge pour cette dernière discussion, mais aussi pour toutes les discussions que nous avons eues avec toi sur ces sujets fort importants. Pour les auditeurs, je vous rappelle les 4 autres épisodes de la série, ainsi que les ressources connexes qui vont être disponibles sur le site web de Moment Déterminant Canada, ainsi que toutes les autres ressources du projet Un État bilingue particulier, des plans de cours, des articles historiques et des vidéos. À la prochaine!